Paul Chomédé de Maisonneuve, La Cité des Anges. Secouée par la Renaissance et la Réforme protestante, la religion catholique s'est ressaisie et remise en marche. Jamais on n'aura vu autant de miracles, autant d'illuminations, autant d'illuminés non plus, de Saint Vincent de Paul à Sainte Thérèse d'Avila. Avec une papauté triomphante et la contre-réforme déchaînée contre les hérétiques, l'Église catholique entreprend de convertir la chrétienté en profondeur et d'extirper les dernières traces de paganisme, alias cérémonies druidiques, culte de la nature et bien sûr la sorcellerie. Les armées du pape sont donc à pied d'œuvre durant tout le siècle. Flanqués des franciscains et des récollets, les jésuites combattent systématiquement l'hérésie, tandis que les redoutables dominicains font s'abattre sur l'Europe et l'Amérique la Sainte Inquisition et son lot de bûchers et d'autodafés. De Glasgow à Séville, de Genève à Salem, jamais on ne brûlera autant de femmes, ces guérisseuses sages-femmes détentrices de secrets suspects, que durant ce siècle de la foi. Jamais non plus politique et religion ne seront autant mêlées. Les guerres de religion font 1 million de morts en Allemagne et en Hollande. Louis XIV brise la paix religieuse, révoque l'édit de Nantes et entreprend de chasser les protestants de France. En riposte, l'Angleterre impose le serment du test qui proscrit les catholiques pour 2 siècles. Assoiffés de justice divine, ces fous de Dieu souhaitent prendre racine dans la vallée du Saint-Laurent. De nouvelles âmes, d'un nouveau sang. Les relations des Jésuites. Tous ces dévots ont alors les yeux tournés vers le Nouveau Monde et ses peuples enfants, trop longtemps privés de la parole de Dieu. La conversion n'est pas un faux prétexte pour ces zélotes, mais bien le motif essentiel des grandes découvertes. Partout, les soldats du Christ se déploient avec un zèle exceptionnel, en Amérique comme en Orient d'ailleurs, où un Saint François Xavier entreprend presque à lui seul de convertir toute la Chine à la vraie foi. Juste derrière les découvreurs et les conquistadors, les missionnaires s'activent et pas toujours pour le pire. Ce sont les premiers à dénoncer le sort réservé aux Autochtones d'Amérique, à proscrire la vente d'alcool et à fonder des missions afin de soustraire les Autochtones à l'esclavage et aux autres dépravations venues d'Europe. En Nouvelle-France, les missionnaires arrivent dès 1615, répondant à l'appel de Champlain afin d'aider les Autochtones à venir à la connaissance de Dieu. Le récit de leur pérégrination nous est rapporté par les Relations des Jésuites, un genre de revue périodique équivalent aujourd'hui au Géo ou au National Geographic, où sont relatés les efforts d'évangélisation et les épreuves endurées par les missionnaires. Les premières relations sont écrites dès 1616 et paraissent jusqu'en 1672. Réunies dans une impressionnante collection de 73 volumes, elles comptent aujourd'hui parmi les plus importantes sources d'informations sur les peuples et l'histoire de la Nouvelle-France. Les Relations connaissent une grande vogue dans les cercles religieux européens, chaque numéro étant rempli de faits étonnants et de récits exotiques. Les noms des chroniqueurs en mission deviennent vite célèbres dans la chrétienté. Paul le Jeune, Jérôme l'Allemand, Jean de Brébeuf, André Grasset, Barthélemy Vimont ou Paul Ragueneau. En attendant d'être béatifiés saints martyrs canadiens, les Jésuites écrivent des récits qui enflamment la foi des lecteurs et suscitent parfois des dons auprès des sociétés vouées à l'évangélisation. Parmi ces jeunes lecteurs frénétiques, Paul Chomédé de Maisonneuve, fils du seigneur de Chavannes, né à Neuville-sur-Vanne le 15 février 1612. Une poignée d'hommes quitte La Rochelle, 4 femmes sur la passerelle. 2 vaisseaux emportent Jeanne Mance et Maisonneuve en Nouvelle-France. Une folle entreprise. Jérôme Le Royer, sieur de la Dauversière, est l'un de ces dévots engagés à fond dans l'évangélisation du Nouveau Monde. Lors d'une crise mystique, il aurait reçu l'ordre de fonder une colonie missionnaire au site d'Hochelaga, sur l'île de Montréal, qu'avait identifié Jacques Cartier lors de son second voyage. Le Royer entreprend alors de mettre le projet à exécution et se rend à Paris pour y trouver des associés. Avec Jean-Jacques Ollier de Verneuil, fondateur des Sulpiciens,
il crée en 1640 la Société Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France. Aussitôt, la société se fait concéder l'île de Montréal et se met à recruter activement des colons pour y fonder une communauté apostolique. Pour Jean-Jacques Collier, la folle entreprise consiste à assembler sur l'île un peuple composé de Français et d'Autochtones qui cultivent la terre et les arts mécaniques, qui vivent en frères et sœurs, unis dans la charité fraternelle. En 1640, Le Royer fait la rencontre de Paul Chomédé de Maisonneuve, un jeune noble de la Champagne et grand lecteur des Relations des Jésuites. Maisonneuve a alors 30 ans, il est célibataire et le demeurera. Il avait déjà résolu de devenir lui-même missionnaire en Nouvelle-France. D'après Dollier de Casson, Maisonneuve aurait spontanément avisé Le Royer qu'il était prêt à aller à Montréal et à y faire sacrifice à Dieu de sa vie et de ce qu'il a de plus cher en France. Au printemps 1641, 10 engagés avaient déjà quitté le port de Dieppe à destination de la Nouvelle-France. Le 9 mai, 2 navires quittent à leur tour le port de La Rochelle. À bord du premier, Maisonneuve est accompagné d'un prêtre et de 25 engagés. Dans le second se trouvait Jeanne Mance, un père jésuite, 12 engagés et 3 de leurs épouses, tous résolus à servir Dieu en la personne des pauvres autochtones. 17 mai 1642, de Maisonneuve hardi et pieux, érige aux côtés de Jeanne Mance, Fort Ville-Marie, telle une offrande. La grande recrue. Échafaudée dans les monastères français, l'idée de fonder une mission évangélique en pleine forêt relève en partie d'un pari insensé. Si Québec, fondé en 1608, est à portée de la haute mer et du territoire des Inuits et des Algonquins, alliés des Français, le site de Montréal, en revanche, n'est accessible qu'en barque. Surtout, il est situé en plein pays des Iroquois, une nation en guerre contre la France durant pratiquement tout le siècle. Pas étonnant que le gouverneur Montmagny ait érigé toutes sortes d'obstacles à cette folle entreprise fondée pour de nobles motifs, mais qui envenimera durablement les rapports avec les Iroquois. Les premiers montréalistes avaient auparavant construit quelques bâtiments entourés d'une vague palissade sur le site de l'actuelle Pointe-à-Calière. Ce sont cependant les envoyés de la Société Notre-Dame de Montréal, prêtres, religieuses et colons, commandés par Paul Chomédé de Maisonneuve, qui fondent véritablement Ville-Marie le 17 mai 1642. La petite mission doit vite se muer en véritable forteresse pour faire face à des attaques quasi quotidiennes. Si bien qu'en fin de compte, on tue davantage d'Iroquois qu'on en convertit. Maisonneuve et ses compagnons se perçoivent dès lors comme de véritables croisés engagés dans une mission civilisatrice. Ainsi, Lambert Closse écrit « Je ne suis venu ici qu'afin d'y mourir pour Dieu, en le servant dans la profession des armes. Si je n'y croyais pas pour mourir, je quitterais le pays pour aller servir contre le Turc et n'être pas privé de cette gloire. » Lambert Closse ne boudera pas son plaisir. Il est finalement tué lors d'un combat contre les Iroquois le 6 février 1662. La vie s'organise tant bien que mal au sein du camp fortifié, autour d'une habitation pouvant loger une 50aine d'habitants. Jeanne Mance se démarque vite du groupe par ses initiatives et ses talents de meneuse d'hommes. Elle est cofondatrice de Montréal et fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal, l'un des premiers hôpitaux d'Amérique du Nord. En 1651, la petite colonie est cependant sur le point de s'écrouler quand Jeanne Mance convainc Maisonneuve de retourner en France recruter de nouveaux colons. Il en revient en 1653 avec 116 hommes et femmes, dont Marguerite Bourgeois, qui fonde à son tour l'Éducation en Nouvelle-France. On appellera la Grande Recrue ce groupe qui allait assurer la survie de la jeune colonie. Montréal n'est cependant pas au bout de ses peines. Pensons à 1660, par exemple, et au sacrifice de Dollard des Ormeaux et de ses compagnons, sans lequel Montréal aurait sans doute été perdu. Maisonneuve demeure pendant 20 ans à la tête du poste français le plus exposé du Canada. Rappelé en France en 1665, il se retire à Paris où il meurt en 1676. La situation de Montréal n'est pas pour autant garantie et elle demeure précaire jusqu'à la Grande Paix de 1701. À cette date, cependant, Ville-Marie a bien changé.
Devenu un repère de marchands et de coureurs des bois, Montréal est désormais le principal poste de traite et relais du commerce de l'alcool en Nouvelle-France, bien loin déjà de la Cité des Anges rêvée par ses fondateurs. Naquit à Neuville-sur-Vanne, Paul Chomédé de Maisonneuve, fils du seigneur de Chavannes, tout jeune homme déjà militaire, protégé de la Dauversière, héritier d'une vision mystique, celle d'une cité apostolique. Assoiffé de justice divine, ces fous de Dieu souhaitent prendre racine dans la vallée du Saint-Laurent. De nouvelles âmes, d'un nouveau sang, une poignée d'hommes quitte La Rochelle, 4 femmes sur la passerelle, 2 vaisseaux emportent Jeanne Mance et Maisonneuve en Nouvelle-France. Le père le jeune à Tadoussac accueille les braves qui débarquent. Et puis l'hiver et le printemps ouvrent la voie du Saint-Laurent. C'est qu'elle dérange cette mission de Montréal, la fondation de Montmagny si opposant, leur offre en vain l'île d'Orléans. 17 mai 1642, de Maisonneuve hardi et pieux, érige aux côtés de Jeanne Mance, Fort Ville-Marie, telle une offrande, abat lui-même le premier arbre, porte la croix au Mont-Royal, allié des Hurons en péril, le sang des colons baptise la ville. Au-delà des jeux politiques, du manque de tout, des morts tragiques, sous les assauts des Iroquois, qui de ces terres étaient les rois. Madame de Peltry les argente, Madame de Bullion les relance, sans colons soldats qui arrivent pour sauver cette folle entreprise. 23 années en cette terre, de Maisonneuve laisse derrière, au-delà des folles croyances, une métropole en Nouvelle-France. 15 février 1612, naquit à Neuville-sur-Vanne, Paul Chomédé de Maisonneuve, le fondateur de Montréal.